Question 4 de Marc. Bonjour à tous. Personnellement, j'ai besoin d'avoir des bases solides et une bonne vision globale. C'est pourquoi j'aurais besoin d'explications plus précises sur l'évolution des pratiques anthropophages dans le temps. Date d'apparition des premiers comportements anthropophages, qu'entend-on par anthropophagie généralisée? Quelle forme, quelle fréquence, pratique d'élevage humain, cuite des groupes humains victimes, glissement vers la pédo-anthropophagie, installation du tabou, titanomachie, développement d'une pratique secrète élitiste. Pour pouvoir aborder la suite avec plus de clarté, j'ai besoin de repères dans une chronologie approximative et les périodes concernées pour chaque étape. Merci. Donc, comme déjà dit, on fera une vidéo complète sur le sujet. Il faudra au moins cela, parce que là, c'est vraiment trop vaste et trop long que pour être formulé dans une vidéo question-réponse. Et idéalement, il faudrait déjà qu'une première vidéo sur la naissance de la conscience soit sortie, sinon je vais devoir bâcler ce sujet-là, qui est quand même important, en le synthétisant dans cette autre vidéo au sujet plus large. Donc oui, on le fera, Marc, mais à la louche, plutôt dans 6 ou 8 mois que dans 2. Je ne vais pas gâcher de bons et importants sujets en précipitant un panorama qui les englobe. Je vais toutefois me permettre un petit commentaire désagréable mais bien intentionné, pas nécessairement adressé à Marc mais plus général. Vous êtes 8 au moins à avoir cautionné ici son élan. Ce mien commentaire désobligeant, c'est de souligner que, bien souvent, c'est comme cela que se manifeste le refoulement parmi les gens déjà instruits du sujet. Il se manifeste par une exigence accrue, comme celle qui se dessine peut-être ici. Ce que je dis là est très réel, je ne suis pas en train de fuir ou de dissimuler. Cette vidéo demandée, je vais la faire. Elle était déjà programmée. Et je le répète, je ne parle plus de toi, Marc, je ne sais pas ce qui est dans ta tête, on a échangé ensemble qu'une ou 2 fois, mais pour beaucoup de personnes, cela pourrait ressembler à cela, à ce message. Donc je profite du mot ici formulé pour élargir le propos et vous parler de cette forme commune de refoulement. Donc je m'explique. Relisez le présent message, à strictement parler, y répondre est quasiment impossible. En tout cas, à ce jour, pour un seul homme. Aucun scientifique au monde ne serait à même de répondre à cette question. Et même si le monde scientifique tout entier penche sur mon sujet pendant un siècle, tous auront toujours du mal à y répondre au bout de ces 100 ans. Il y a plusieurs sujets, dont certains très complexes, réclamant chacun des nuances, avec une dimension évolutive. Nous parlons de sujets anciens qui ont évolué à de nombreuses reprises, pendant des millions d'années, différemment dans chaque culture, ou presque, etc. Un livre entier ne suffirait pas pour répondre à cette question, ou plutôt à cette salve de questions. Heureusement qu'ici Marc précise ensuite que c'est bien une chronologie approximative qu'il souhaite. Je le remercie grandement de cette mesure. Ça, oui, on le fera. Et je comprends bien que pour beaucoup cela aiderait d'avoir ce panorama qui, certes, fait défaut pour l'instant, mais je le répète, sans ce mot-là, on serait bel et bien ici dans un refoulement. C'est ce que j'appelle le biais de la loupe. Et si j'en parle, c'est parce qu'il va concerner plusieurs d'entre vous dans les prochains temps. Donc c'est l'occasion d'en parler. Biais de la loupe, c'est une étiquette perso, je ne sais plus comment cela s'appelle aujourd'hui. Désolé, la zététique s'est énormément vulgarisée, standardisée avec l'internet, et c'est tant mieux, mais au temps de mes travaux, il n'y avait pas ou peu de lieux communs sur le sujet, je n'ai donc pas toujours les mêmes mots et noms que vous pour en parler. Je parle ici de cette exigence que l'on peut, consciemment ou non, accroître à volonté lorsqu'on n'a pas envie que quelque chose soit validé. Si les conclusions d'une étude ne nous plaisent pas, pour les nier sans paraître subjectif, il suffit d'avancer sa loupe et d'exiger plus de précision, plus de détails, plus de preuves, plus de sources, encore et encore. En augmentant ainsi l'exigence, on prend la posture facile et avantageuse d'un juge méticuleux et exigeant, sans devoir répondre
aux nombreux arguments déjà avancés, une posture paraissant scientifique alors qu'on est bel et bien en train de refouler. Car il y a toujours, inévitablement sur tout sujet, un moment où il n'est plus possible de satisfaire ce niveau d'exigence, indépendamment de la véracité ou la fausseté de l'objet examiné. Donc ça, oui, c'est un biais. Il est discret mais relativement fréquent. Schopenhauer en parlait déjà dans son art d'avoir toujours raison. Alors il y a de nombreux exemples de cette dérive. Le nombre de preuves et de niveaux de preuves que l'on a exigés pour valider la théorie de l'évolution était bien plus grand que celui que l'on a exigé pour valider l'existence des dinosaures, par exemple. Parce que cette dernière théorie nous amusait et nous fascinait sans réellement nous concerner, là où la théorie de l'évolution dérangeait fortement nos croyances. Et c'est toujours comme cela que cela se passe. Dans un premier temps, le refoulement se déguise en une subjective exigence de preuves accrues, de nécessité de précision supplémentaire, même quand les preuves données sont déjà suffisantes, c'est bien de cela que je parle. Derrière ce besoin de date et ce besoin d'explication plus précise, comme ici formulé, peut donc parfois se dissimuler une réelle volonté de refoulement auquel on peut secrètement satisfaire en se réfugiant derrière une exigence de précision importante, voire même impossible. Et sur le sujet anthropophage, on se la tape continuellement, cette subjectivité-là, depuis des siècles maintenant. Les premières preuves archéologiques de cannibalisme ancien, elles sont très vieilles déjà. Objectivement, une seule preuve suffit, mais dans le cas du cannibalisme, on a demandé beaucoup plus jusqu'au pathétique. Pendant plusieurs siècles, la quasi-totalité des cas d'anthropophagie archéologiquement certifiés ont été invariablement étiquetés comme relevant de l'exception. On a invoqué exception sur exception et on continue encore parfois à le faire. Je ne suis pas tout seul à le signaler. Le monde de l'anthropologie est obligé de s'en plaindre continuellement de ce problème. Devant les restes de centaines de milliers de gosses sacrifiés à Carthage, il y a encore des gens qui nient de plein de manières différentes, dont l'une, parmi les plus communes, consiste à exiger plus de preuves. Bref, lorsqu'on veut se convaincre que l'hypothèse n'est pas suffisamment démontrée, parce qu'on n'a pas envie qu'elle soit validée, c'est comme cela que l'esprit subjectif humain opère, consciemment ou non. Tout simplement en se détournant des preuves déjà avancées et en exigeant d'autres preuves jusqu'à atteindre un niveau de preuve plus grand que normal, voire impossible. Épistémologiquement et scientifiquement, cette impossibilité ne démontre pourtant pas la fausseté de l'hypothèse, ça n'a rien à voir, cela sert juste de prétexte à un déni. Dans notre cas, l'hypothèse inverse, l'hypothèse d'une non-existence de ces pratiques cannibales en toutes ces époques anciennes, n'a d'ailleurs pas, elle, suscité le même niveau d'exigence de preuve. Tout le monde a jadis validé cette idée-là, sans qu'aucune preuve ne soit jamais nécessaire. On va le rappeler, par définition, il est impossible de prouver l'absence d'une pratique. On peut prouver une présence. L'absence, elle, ne se conclut jamais d'une manière absolue, mais toujours statistiquement, faute de trouver la présence lorsque le nombre de cas examinés devient grand. L'absence de pratique anthropophage dans le passé n'a donc jamais été prouvée par personne, pas une seule fois. En complet contresens de toute logique et de toute forme de pratique scientifique raisonnable, on demande donc à ceux qui avancent l'hypothèse anthropophage de crouler sous les preuves au nom d'une proposition contraire qui, elle, n'a jamais eu à en fournir une seule et n'a jamais été démontrée par personne. Bref, sans le comprendre, socialement,
Nous n'exigeons pas le même degré de preuve pour les hypothèses qui nous valorisent et celles que nous refusons subjectivement d'accréditer. C'est discret comme biais, mais c'est bel et bien un biais, et sur nos sujets, il est très fréquent, d'où cette nécessaire digression. Question 5. Si je ne m'abuse, c'est celle-là. Cette sollicitation intéresse 5 pouces et 2 réponses. Question de Xavier Lefort. Bonjour Alan, bonjour à tous. Je me permets de poser une première question. Si l'écriture symbolique de la Bible avait pour but de dissimuler la réalité de l'anthropophagie, pourquoi avoir choisi de préserver ce souvenir à tout prix? Autrement dit, pourquoi ne pas avoir effacé totalement ces pratiques au lieu de les encoder si précisément? Très bonne question, merci Xavier. Ils l'ont fait, justement, parce que les connaissances en psychologie de nos ancêtres, certes encore intuitives mais franches, leur suffisaient à comprendre qu'il ne fallait surtout pas faire l'erreur de la disparition complète du sujet. C'est un fait, le passé reste gravé en nous. Toujours. Cela ne se voit pas, mais c'est factuel. Psychologiquement, on peut l'affirmer. On ne sait pas encore exactement comment cela se grave et où, mais on sait que cela se grave en nous, car on a pu, des millions de fois, constater les effets des marques et séquelles des comportements humains impliqués par ces éléments gravés mais oubliés. L'histoire tout entière n'est qu'une longue démonstration de ce point, et tous les traumas de toutes les personnes du monde en sont pareillement des preuves. Ce passé allait donc inévitablement subsister en nous. Et, faute de ces textes, nous n'allions pas savoir le comprendre et le gérer, ce passé, parce que le passé disparaît spontanément si on ne fait rien. Il fallait, donc tout au contraire, le préserver à tout prix, et ils l'ont fait, jugeant et classant comme auguste, comme sacré, tout livre qui parle du sujet. Mais ce n'était pas simple de préserver ce souvenir sans trop risquer le retour des troubles dont il témoigne. D'où cette nécessaire nuance de nos ancêtres. Tout le problème de ce sujet traumatique ancien, c'est que son maintien complet menait à de larges problèmes sociaux et relativement immédiats, mais que le complet silence sur le même sujet menait au pareil même problème à plus long terme en contexte d'ignorance collective. Seul un entre-deux était donc pertinent et possible. Ils l'ont compris et ont donc rationnellement agi en ce sens, cherchant cet entre-deux. Comprenez bien que, durant toutes ces périodes transitoires où ces passions cannibales étaient encore trop proches, trop fortes en nous, comme faire Prométhée, etc., la complète révélation de ces sujets impliquait au retour de ce qu'on voulait combattre, ce qui n'était évidemment pas souhaitable, mais que le complet refoulement, l'abandon de ces sujets, menait au même problème, comme dans l'exemple du refus de Panthée dans son mythe, refus qui pareillement provoque le retour de ces mots du fait d'une inconscience accrue. Sur ce sujet, les deux extrêmes nous condamnaient. Tout révéler, c'était nous condamner, tout dissimuler, c'était nous condamner. Il n'y avait donc jadis pas de solution, hormis de naviguer entre les deux, jusqu'à ce que ces passions-là s'étiolent progressivement et deviennent suffisamment assourdies pour que nous puissions en deviser plus sereinement, avec distance, sans plus risquer leur complet retour. En bref, il fallait attendre une certaine distance, un certain apaisement, et il fallait attendre que la science psychologique se mette en place aussi. C'est ça qui a manqué dans le passé, ça et par période, des institutions sociales à même d'empêcher ces crimes et les punir. Et il y avait en sus le problème de la passion psychologique pour les cannibales, celle qui est nommée idolâtrie dans les textes, problème qui demeure encore aujourd'hui, lui. Et je rappelle qu'on parle bien ici de l'acte qui, à leurs yeux en tout cas,
était à l'origine de la conscience humaine, même s'il ne comprenait pas du tout pourquoi. Il pouvait jadis constater ce fait, au moins partiellement. Cet acte ouvrait réellement les yeux, il élargissait la conscience. Aussi horrible soit-il, il fallait donc aussi le préserver. Parce que la conscience est le fleuron de l'évolution, l'une des compétences les plus augustes de l'homme en regard du monde animal dont il provient. Concrètement, pour eux, en le contexte où ils s'exprimaient, cet acte pouvait donc mener au meilleur comme au pire, il fallait donc le garder et tout à la fois l'interdire collectivement. Il fallait que cela subsiste, au moins ponctuellement, au moins comme sauvegarde, au moins comme mémoire, mais que cela disparaisse en surface, que cela disparaisse des pensées communes de tout un chacun, car toute érection sociétale large est et reste impossible en contexte cannibale. Autre effet aussi en les contextes anciens où la survie est dure, les hommes n'avaient pas le temps de se casser collectivement la tête à comprendre leurs pulsions et leur fonctionnement. Avant la Grèce, la démocratie et les philosophes, c'est un souci uniquement occasionnel et un souci de prêtres et de rois exclusivement. Le peuple, lui, est occupé à survivre. Point. De tels effets existent encore aujourd'hui, évidemment, mais non avec les mesures d'autrefois. Ce n'est donc que depuis très peu de temps que nous pouvons envisager de faire autrement, parce que nous avons les connaissances scientifiques pour le faire, parce que nous avons les moyens d'une éducation collective, moyens qui n'existent pas depuis très longtemps, je le rappelle, parce que nous avons tous le temps de lire aussi, et on ne le prend déjà pas tous, et parce que nous avons les moyens de punir, d'interdire, et les moyens collectifs d'aider ceux qui auraient du mal à comprendre ou gérer ce qu'il reste en chacun de ces passions-là. Bref, aujourd'hui, on peut gérer ce problème-là, collectivement. Mais il faut une base civilisationnelle relativement large pour y parvenir, et elle n'est acquise que depuis peu de temps. Nous n'aurions pas su le gérer plus tôt dans le passé, et nous ne serons bientôt plus à même de le faire pendant très longtemps, si l'humanité régresse trop avant que cela soit bien en place. Car oui, aujourd'hui, tout cela peut se mettre en place. Aujourd'hui, c'est possible. Vous auriez appris tout cela sereinement, à l'école, vous seriez tous plus conscients et plus intelligents. Aujourd'hui, c'est au moins possible, mais il y a un obstacle, évidemment, du fait de ces nécessaires temps de secret. En ces époques anciennes, nous avons aujourd'hui des millénaires entiers de camouflage à affronter pour parvenir à nous réapproprier collectivement ce sujet et nous libérer de ses affects. Et c'est en ce sens que nous vous invitons, évidemment. C'est à cela que nous tentons ici de participer. Donc oui, l'écriture symbolique, comme tu le formules justement dans ta question, Xavier, était parfaite pour ce jeu d'entre-deux, dans la Bible comme pareillement dans tous les autres textes sacrés. C'est un médian parfait pour affirmer tout en ne donnant de preuves explicites de rien du tout, parfait pour pouvoir continuer à en parler, donc, entre gens lucides et intelligents, instruits du sujet, tout en écartant très facilement les gens immatures et mentalement incapables de le gérer. Cela permettait de les écarter sans violence, juste en cautionnant les divagations et refoulements que ceux-ci allaient spontanément formuler au contact de pareils récits et sujets. Pour l'époque, c'était un moindre mal nécessaire. Mais aujourd'hui, beaucoup peinent à se dépêtrer de ces nécessaires méandres d'autrefois. Entre ces réalités passées et les spéculations superstitieuses qui en sont nées, il y a un tri à faire.